Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va voir pourquoi essayer de gérer son stress est peut-être la pire erreur que vous puissiez faire. On vous dit partout qu'il faut apprendre à gérer votre stress. Mais si c'était une perte de temps, pire. Et si c'était une partie du problème? L'idée peut paraître bizarre dans un monde qui vous demande toujours plus d'attention, plus de performance et plus de perfection, mais vous allez comprendre juste après pourquoi. Vous connaissez cette sensation, non? Le réveil sonne et déjà, la charge mentale arrive. La liste de choses à faire qui s'allonge, les notifs qui s'empilent sur votre téléphone, etc. On se sent submergé, à cran, et on passe nos journées tendues en attendant désespérément le soir pour souffler. Face à ça, on nous propose 1001 solutions. Méditation, exercice de respiration, pensée positive, des outils utiles pour beaucoup, c'est vrai, mais qui pour d'autres ressemblent à des pansements sur une hémorragie. Alors certains essaient une autre stratégie. Ils tentent de bloquer les émotions pour ne plus rien ressentir. Mais malheureusement, le stress qu'on ignore, il disparaît pas. Il s'accumule et il finit par ressortir sous des formes bien plus vicieuses. Anxiété chronique, troubles du sommeil, irritabilité, voire dépression. Si vous vous sentez dans une de ces situations, alors parlons de la véritable mentalité anti-stress, celle que l'auteur Mark Manson appelle l'art subtil de s'en foutre. Bon, contrairement à ce que le titre du livre suggère, ça ne veut pas dire devenir un sociopathe indifférent, hein. Au contraire, s'en foutre, ici, ça veut dire choisir délibérément quel truc mérite vraiment votre attention, votre énergie et vos émotions. Et pour tout le reste, apprendre à lâcher prise. Je sais, comme ça a l'air d'être de la sorcellerie, on est d'accord, mais c'est pas le cas. Ah, et oui, bon, si vous êtes là depuis le début de la chaîne, déjà, vous êtes les boss. Ensuite, l'art subtil de s'en foutre, c'est un bouquin dont on a déjà parlé. Ça vous dit peut-être quelque chose. Aujourd'hui, la seule différence, c'est qu'on va se concentrer sur 3 piliers bien précis, vous allez voir. Commençons par le premier pilier. Imaginez que chaque matin au réveil, vous receviez un budget de 100 unités d'attention. Appelons-les des jetons de préoccupation, par exemple. Chaque truc qui vous prend de l'énergie mentale vous coûte des jetons. Un collègue qui oublie de vous mettre en copie d'un mail, un jeton. Un mec qui en voiture vous grille la priorité, 2 jetons. Le débat politique sur les réseaux sociaux, 5 jetons. La trouille de ce que votre boss va penser de votre présentation, 10 jetons. La dispute avec votre partenaire sur les tâches ménagères, 15 jetons. Bon, vous l'aurez compris, souvent, avant même midi, votre budget est déjà explosé. Mais le souci avec notre stress quotidien, c'est pas qu'on a trop de problèmes, c'est qu'on pense devoir se préoccuper de tous les problèmes. On distribue nos jetons sans compter, comme si notre capacité à nous inquiéter était infinie. Mais spoiler, elle ne l'est pas. Et c'est là que le premier pilier intervient, le tri. L'art de s'en foutre commence par une décision simple, tout ne se vaut pas. Tout ne mérite pas votre énergie. S'en foutre ne veut pas dire être indifférent, mais être à l'aise avec l'idée de choisir sélectivement ce qui est important pour vous. Mais du coup, si c'est si simple, pourquoi c'est si dur? Oui, cherchez pas la phrase. Pourquoi on accorde autant d'importance à des futilités? Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, la peur de rater un truc. On suit l'action en continu, répond à chaque notif, on dit oui à chaque sortie, de peur de passer à côté de l'info du siècle. Ensuite, il y a le conditionnement social. Depuis tout petit, on nous apprend à être gentil, à ne pas faire de vagues, à plaire. On a intégré que se préoccuper de ce que les autres pensent, c'est une marque d'intelligence. Et du coup, on se soucie de l'opinion de parfaits inconnus pour maintenir une image sociale. Ensuite, il y a une illusion perverse, l'idée que plus on se soucie des choses, plus notre vie a de la valeur. On confond être occupé et avoir une vie remplie. Du coup, pour parer à ça, pour chaque source de stress, la question n'est plus comment je gère ça, mais est-ce que ça compte vraiment? Et oui, ça peut paraître bizarre, mais la libération qu'on ressent en décidant de se foutre de la majorité des choses, ce n'est pas de l'apathie, c'est de la concentration, c'est de la clarté, c'est le soulagement de poser un sac à dos rempli de cailloux que vous ne saviez même pas que vous portiez. En plus, quitte à porter un sac à dos super lourd, autant porter des bières à la place. Bon, je dis peut-être ça parce que je tourne le jour de mes 30 ans et que j'ai envie de faire la fête. Je ne sais pas, c'est possible. Bref, maintenant qu'on a commencé à trier, un nouveau problème se pose et c'est le pilier 2. Qu'est-ce qu'on fait des mauvaises émotions qui apparaissent quand on affronte les quelques problèmes importants qu'on a gardés? Notre culture a une réponse très claire pour ça. Il faut les supprimer. On vit à l'ère de la positivité, cette idée que vous devriez être heureux
et optimiste en toutes circonstances. Soyez positif. Voyez le bon côté des choses, franchement. Voilà, ce genre de phrase. Cette culture, elle est très cool pour plein de gens, parce qu'elle aide beaucoup, mais elle crée aussi un cercle vicieux chez d'autres à qui elle correspond moins. Ce que Mark Manson appelle la boucle infernale de l'enfer. Non seulement vous vous sentez mal, mais en plus, vous en voulez de vous sentir mal. Vous êtes anxieux, et vous devenez anxieux à l'idée d'être anxieux. Vous êtes triste, et vous vous sentez coupable d'être triste. En gros, vous ajoutez une couche de souffrance à la souffrance initiale. La quête du positif, c'est une expérience négative selon l'auteur. A l'inverse, l'acceptation d'une expérience négative est une expérience positive. Oui, bon, je sais, c'est pas évident à comprendre, mais en gros, c'est ça le deuxième pilier de la mentalité anti-stress, le pouvoir de ne pas lutter. Les philosophes stoïciens le disaient déjà il y a 2000 ans d'ailleurs, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les jugements qu'on porte sur eux. La souffrance ne vient pas de la douleur, mais de notre résistance à la douleur. Imaginez que vous êtes dans des sables mouvants. Votre instinct, c'est forcément de vous débattre. Mais plus vous luttez, plus vous vous enfoncez. La seule façon de survivre, c'est de faire l'inverse. S'allonger, s'étaler, accepter la situation pour flotter. Bon, globalement, c'est la même chose. Le stress, la peur, la colère, ce sont des données importantes. Vouloir éliminer ces émotions, c'est comme débrancher les voyants d'alerte de sa voiture. Vous ne verrez plus le problème, ça c'est sûr, mais votre voiture finira quand même par tomber en panne. Manson le résume très bien d'ailleurs, tout ce qui en vaut la peine s'obtient en acceptant l'expérience négative qui va avec. Vous ne pouvez pas avoir un corps de rêve sans avoir les courbatures qui vont avec. Vous ne pouvez pas avoir une relation intime sans accepter le fait d'être et le risque d'être un peu vulnérable et ainsi de suite. Si vous deviez retenir donc une seule phrase, ce serait « Le but de la vie n'est pas d'éviter la souffrance, c'est de choisir le type de souffrance que vous êtes prêt à endurer. » C'est tout. Bon, maintenant, avant de continuer, à partir de maintenant, vous devez boire un shot à chaque fois que je vous dis « les autres ». Parce que oui, je ne sais pas pourquoi, mais je suis en train de me rendre compte que je l'ai écrit à peu près 50 fois dans mon script. Bref, on a appris à trier nos problèmes et à accepter nos émotions. Mais il reste une source de stress massive, les autres. Oui, c'est là que ça commence. Le regard des autres, le jugement des autres, les attentes des autres. Une grande partie de notre anxiété vient de la peur d'échouer aux yeux du monde. On a moins peur de ne pas avoir, par exemple, la promo, que de devoir dire aux autres qu'on n'a pas eu la promo. Le problème, c'est que tant que votre valeur dépend de la validation des autres, vous serez toujours stressé. Le troisième pilier est donc de reprendre le contrôle. Et ça passe par un principe qui peut être dur à avaler, la responsabilité. Ça va être dur à entendre, mais vous êtes responsable de tout ce qui se passe dans votre vie. Attention, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable de tout. Si quelqu'un vous rentre dedans en voiture, c'est pas de votre faute. Mais votre réaction, la colère, le blâme ou le choix de gérer ça calmement ou non, c'est à 100% de votre ressort. Blâmer les autres, c'est une stratégie qui vous soulage sur le coup, mais qui vous rend impuissant selon l'auteur. Si la cause de votre malheur est toujours à l'extérieur, la solution l'est aussi. Vous ne pouvez qu'attendre que le monde change, et bon, bonne chance pour ça. Prendre sa responsabilité, c'est l'inverse. C'est reconnaître que même si vous ne contrôlez pas les événements, ça c'est sûr, vous contrôlez toujours votre réponse. C'est un acte de pouvoir immense d'une certaine manière. La liberté ultime, c'est de comprendre que la seule opinion qui compte à la fin de la journée, c'est la vôtre. C'est tout. Si c'est le cas, peu importe que vous ayez réussi ou échoué selon les standards du monde, vous avez gagné. Conclusion, comme je vous l'ai dit au départ, ces concepts viennent d'un livre très connu, L'art subtil de s'en foutre. Je vous laisserai me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu, mais j'avoue que personnellement, je l'écoute en audio 1 à 2 fois par an. Ça me fait du bien. Je connais déjà les concepts, certes, mais avec le temps, le quotidien prend toujours un peu le dessus. Et du coup, j'ai tendance à oublier certains concepts. Parce que je crois qu'on se trompe souvent d'objectif. On passe énormément de temps à chercher une vie sans stress, sans échec, sans critique, sans inconfort. Comme si le bonheur, il consistait à retirer tout ce qui nous dérange. Mais disons-le, cette vie n'existe pas. Et si elle existait, elle serait probablement vide de sens. À mes yeux, une belle vie n'est pas une vie où rien ne nous atteint, c'est une vie où on choisit consciemment ce qui a le droit de nous atteindre. Parce que, au final, être affecté n'est pas une faiblesse, c'est même le signe que quelque chose compte pour nous. La vraie question, c'est donc,
Est-ce que vous souffrez pour quelque chose qui en vaut la peine ou est-ce que vous souffrez pour quelque chose que vous n'avez jamais choisi? Si c'est la deuxième option, alors essayez peut-être de faire ce que le livre suggère, en tout cas au maximum de ce que vous pouvez, choisir un peu mieux ce qui mérite réellement votre attention et apprendre à vous foutre royalement du reste. Voilà, je terminerai là-dessus. J'adore ce bouquin, je sais pas vous, bon après c'est un livre assez connu en tout cas dans le monde du développement personnel, mais je suis très curieuse d'avoir votre avis parce que je pense qu'il plaît pas à tout le monde non plus. Bon en attendant, qu'est-ce que je fais? Je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Mais écoutez, on se fait le gros bisou et on se dit à dimanche prochain. Gros bisous.